Donc ce sera l'occasion d'évoquer évidemment la philosophie d'Aristote, pour laquelle on n'avait pas trop eu l'occasion de s'étendre jusqu'à maintenant, et de voir justement à l'intérieur de ce lycée qu'est-ce qui se pratique comme exercice et comme discipline. Et ça nous permettra de voir la différence entre ce qui se pratiquait à l'académie et ce qui se pratiquait au lycée. Comme ça, vous pourrez faire le choix de votre école. Enfin, il faudra quand même attendre les 2 prochaines semaines pour faire le tour complet du choix possible d'école de philosophie. Alors, quelques éléments sur Aristote lui-même. Il naît donc en 384 dans une petite ville qui s'appelle Stagyre. Stagyre, qui est une petite ville de Macédoine. Stagyre. C'est pour ça que vous pourrez trouver le surnom qu'on va donner à Aristote, le stagyrite. Donc, si vous voyez le stagyrite, sachez qu'il s'agit d'Aristote, qui est né donc dans cette petite ville de Macédoine. Alors ça, c'est important qu'il soit né en Macédoine, parce que la Macédoine n'a pas connu l'émancipation, enfin je dis ça entre guillemets, l'émancipation démocratique qu'ont connu les villes du Péloponnèse, et est restée très fidèle au système monarchique. Et Aristote, très, très proche, on le verra, à la fois de cette contrée de Macédoine et de la cour royale de Macédoine, va toujours être assez fidèle à cette préférence, on va dire, en matière de constitution politique au système monarchique. Il y a une proximité à la fois géographique et affective avec ce régime. Donc c'est cette exception macédonienne par rapport au monde grec est intéressante à souligner. Plus important encore, c'est du vivant d'Aristote, au temps du roi Philippe II de Macédoine, que la Macédoine va conquérir la Grèce, qui était jusqu'alors libre et indépendante. Et vous savez que le fils de Philippe II, Alexandre, dit le Grand, va poursuivre bien plus loin encore cet esprit de conquête de la monarchie macédonienne. Donc, si Platon a vécu plutôt à l'époque du déclin de la cité d'Athènes et des cités, de manière générale, du Péloponnèse, eh bien, Aristote, lui, sera le contemporain de l'asservissement de la Grèce au triomphe de la Macédoine, pour resituer un petit peu le contexte. Alors, Aristote a pour père dénommé Nicomaque, Nicomaque qui sera aussi le nom de son fils. Donc, Éthique à Nicomaque, peut être interprété comme l'hommage d'Aristote à son père, mais aussi un livre ou un enseignement qu'il souhaite léguer à son fils. Donc, il perd de bonne heure son père Nicomaque, qui est médecin, médecin du roi Philippe II de Macédoine, et ceci va expliquer, probablement en partie, l'immense intérêt d'Aristote pour la médecine et surtout pour la biologie, pour toutes les sciences du vivant,
comme on le verra largement tout à l'heure. Il est un passionné de l'observation du vivant, de comprendre comment ce vivant fonctionne, quelles sont les lois qui régissent ce vivant. Donc, ceci explique cette fascination pour la biologie et aussi cette proximité, bien entendu, avec la cour de Macédoine. À l'âge de 17 ans, il vient à Athènes et c'est là où il s'inscrit à l'Académie de Platon. Et il va suivre pendant 20 ans l'enseignement de Platon, donc au sein de l'Académie. Lorsque Platon meurt, il n'est pas choisi, malgré le fait qu'il fut un brillant élève, peut-être même le plus brillant élève de l'Académie, il n'est pas choisi pour succéder à Platon, à la tête de l'Académie. Et peut-être s'y attendait-il, on ne sait pas trop. Toujours est-il que, n'étant pas choisi, puisque c'est un dénommé Speusippe qui va être choisi par Platon pour lui succéder, il va faire un séjour à la cour du tyran Hermias avant d'être appelé vers 343-342 par Philippe II de Macédoine, qui donc le rappelle pour s'occuper de l'éducation de son fils Alexandre. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu de la vie d'Aristote, c'est qu'il va être pendant 7 ans le précepteur d'Alexandre. Donc il va être chargé de l'éducation philosophique de ce grand conquérant, qui, par ailleurs, fait des exploits en matière de discipline sportive et physique, mais qui quand même va recevoir, pendant ces quelques années, une éducation philosophique. Alors, lorsque Philippe II décède, vers 335-334, il va revenir à Athènes. Vous voyez, il a fait des allers-retours entre la cour de Macédoine et Athènes. Et c'est là, donc, vers 335, qu'il va fonder le lycée. Du nom du gymnase dans lequel il s'installe, qui s'appelle le gymnase du lycée, et il va fonder aussi ce qu'on appelle parfois le péripatos. Péripatos. C'est la même chose. On l'appelle le péripatos parce que c'est une sorte de péristyle dont on fait le tour en marchant. Donc on dit que Aristote ou les autres membres du lycée, de l'école aristotélicienne, philosophaient, discutaient en marchant. Et il faisait ainsi le tour du péristyle, et c'est ce qui a donné cet adjectif de péripatéticien, qui a parfois une autre signification, surtout au féminin. Mais voilà, donc ça c'est l'image que l'on a de ces philosophes aristotéliciens qui, pour faciliter le raisonnement, les syllogismes, la réflexion sur le divin, sur l'être, sur la cause sans cause, le moteur immobile et tout ça, eh bien cédaient de la marche. Et ça, c'est quelque chose de prouvé que le cerveau fonctionne beaucoup mieux quand on marche. Où est-ce qu'il est, Yves? Non? Il n'a pas entendu. Non? Si. Donc, péripatos, et il va associer, évidemment, ses disciples, comme on le verra, à ses travaux de recherche, à ses investigations. Et il va exercer pendant 13 ans
son enseignement à Athènes. Il va diriger donc évidemment le lycée pendant 13 ans. Et puis il va, à la mort d'Alexandre, en 322, il va, comme Anaxagore ou comme Socrate, il va être accusé d'impiété. Et il est sur le point d'être traîné en justice, donc d'avoir un procès exactement comme Socrate, comme Anaxagore. Et lui va décider de quitter Athènes, de fuir Athènes, et il va se réfugier à Chalcis, qui est une petite ville, petite bourgade en Eubée, pas très très loin d'Athènes, et il va mourir très vite en 322. Le procès en impiété s'explique par sa vision qu'il a de Dieu, qui n'est pas conforme, entre autres, à la vision dominante de l'époque. Alors, voilà, très très rapidement, quelques points de repère sur la vie d'Aristote. Donc, il se caractérise en fait par ses allers-retours entre la Macédoine et Athènes. Et une vie essentiellement de recherche et d'enseignement. Alors, il est vrai que la représentation habituelle qu'on a de la philosophie d'Aristote peut sembler contredire ce qu'on avait vu la semaine dernière et d'autres fois, à savoir que la philosophie antique est autant un mode de vie qu'un discours philosophique. Vous vous rappelez l'idée qu'on a bien développée avec l'Académie de Platon, puisque effectivement Aristote affirme que le savoir le plus élevé, le savoir le plus haut qu'on puisse atteindre, est celui qui est choisi pour lui-même. Je vais largement développer ce point qui me semble important pour définir la vision d'Aristote, un savoir choisi pour lui-même, donc apparemment, et je dis bien apparemment, sans aucun rapport avec le mode de vie de celui qui sait. C'est-à-dire qu'on a une sorte on circonscrit le savoir en tant que tel, et que c'est ça le moteur de la recherche du philosophe, et on pourrait penser, puisque ça c'est la représentation habituelle qu'on se fait de la philosophie d'Aristote, qu'elle est quand même assez ardue, abstraite, très, très métaphysique malgré tout, et donc on ne voit pas forcément bien le lien qu'il peut y avoir avec le mode de vie. Quel mode de vie pouvait bien être celui prôné par Aristote. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, on peut aussi, à partir de la philosophie d'Aristote, expliquer que qu'elle engendre un certain mode de vie. Et c'est ce que je vais m'attacher à vous montrer, quel est ce mode de vie du philosophe aristotélicien, qui est, c'est vrai, très différent du mode de vie platonicien. Alors, il ne faut pas quand même oublier que Aristote a été pendant 20 ans membre de l'Académie de Platon, et donc forcément, il a été influencé par ce mode de vie platonicien. Alors, lorsqu'il fonde sa propre école philosophique, c'est évident qu'il va lui proposer des finalités, il se propose des objectifs différents de ceux de l'Académie, parce que sinon, il n'aurait pas fondé sa propre école, c'est qu'il veut en faire quelque chose de différent, et pourtant, il y a quand même des éléments communs qu'on va y retrouver. Alors, quelques ressemblances entre l'Académie et le lycée, puis on verra ensuite ce qui les différencie. La première ressemblance, c'est que à l'origine de l'école d'Aristote, comme celle de Platon,
il y a la volonté de créer une institution durable, une institution pérenne, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner une instruction ou une information philosophique, mais il s'agit avant tout de former des disciples à un savoir, mais surtout à une méthode, un mode de pensée qui puisse ensuite se transmettre de génération en génération. Donc, ce souci, qui était celui évidemment de Platon, est aussi celui d'Aristote, de faire quelque chose qui puisse durer dans le temps et de s'intéresser plus, en tout cas autant, à la méthode d'étude, de pensée, par exemple pour Aristote de logique, comme on le verra, que simplement transmettre un savoir. Ça, c'est le gage, pour ces deux grands philosophes, de la pérennité de l'institution, puisque plus important encore que le savoir, c'est la transmission d'un positionnement par rapport à ce savoir. On avait bien vu les positionnements des académiciens, qui étaient justement dans cette humilité par rapport au fait de se dire que bon, voilà, on ne sait rien, et c'est toujours un combat contre l'ignorance, qu'il faut toujours remettre le travail, notamment grâce à la dialectique. Avec Aristote, ça serait un petit peu différent. Donc une institution durable, et ce qui veut dire aussi qu'il y a des règlements ou des lois internes qui prévoient la succession de celui qui est à la tête. Comme c'était le cas pour l'académie, c'est le cas aussi pour le lycée. Et pour le lycée, on sait que le choix du successeur s'est fait par élection, c'est-à-dire qu'il y a un collège de membres anciens qui ont voté pour savoir qui allait succéder à Aristote. Et ceci s'est perpétué pendant un certain nombre de siècles. Nous savons aussi qu'il y avait des membres de l'école, du lycée, qui étaient chargés de l'administration, du côté plus matériel de l'institution, et qu'il y avait une certaine partie de vie commune, c'est-à-dire comme pour l'académie, il y avait un certain nombre de disciples proches qui vivaient sur place avec Aristote. Donc ça, c'est le modèle, disons, d'organisation ou d'administration est assez proche, autant qu'on puisse le savoir, de celui de l'académie. Comme dans l'académie, il y avait deux sortes de membres. Il y avait les plus anciens, à qui on confiait les missions d'enseignement. Comme à l'académie, les anciens étaient ceux qui enseignaient, et puis les plus jeunes qui participaient des recherches, des études. Et là, on verra qu'avec Aristote, ils ont énormément de champs d'investigation ouverts. Comme à l'académie, il y avait une certaine égalité entre les anciens, et donc on a certains noms d'anciens qui avaient à peu près le même âge, ou même plus âgés qu'Aristote, dont on a des témoignages. Donc un certain Théophraste, Aristoxène, Dicéarque qui va donner pas mal de témoignages sur ce qui se passe à l'intérieur du lycée. Comme à l'académie, l'accès au lycée est entièrement libre, c'est-à-dire que l'enseignement ne se fait pas rémunérer. Et tout le monde peut assister au moins à la partie la plus publique de l'enseignement d'Aristote et de ses co-enseignants. Voilà pour quelques ressemblances entre les deux institutions. Voyons maintenant les différences. Il y a une profonde différence entre le projet quand même de l'école d'Aristote et le projet platonicien. La première grande différence, c'est que, comme on l'avait vu, le projet de Platon était essentiellement un projet politique, une intention politique. Même si, comme on l'avait vu, à l'académie, il y avait une intense recherche mathématique, les mathématiques, les sciences et évidemment la dialectique, la finalité de Platon était
non seulement de former les hommes politiques, mais il pensait que seuls les philosophes pouvaient gérer la cité. C'était ce qu'on appelle la théorie du philosophe roi, c'est-à-dire que seuls les philosophes, par le détachement qu'ils avaient vis-à-vis du pouvoir, pouvaient assumer ce pouvoir. Et donc ceux qu'il mettait dans sa cité idéale, si vous voulez, à la tête de la cité, c'étaient les philosophes eux-mêmes. Donc, pour Platon, il y a une sorte d'unicité entre philosophie et politique. Le projet de l'école d'Aristote est différent. Il est seulement philosophique. Et il conseille, là de manière assez précise, aux philosophes de ne surtout pas se mêler de politique. C'est-à-dire, il va donner comme mission aux philosophes de former les hommes politiques, bien entendu, mais surtout de ne pas accepter eux-mêmes de responsabilités politiques. Puisque pour lui, avoir des responsabilités politiques, collectives dans la cité, c'est forcément pas simplement avoir des tracas, des problèmes, mais être amené à faire des concessions, des compromissions, à se corrompre quelque part. Et que cette vision est totalement contraire à la vision qu'il va développer du philosophe qui reste pur, qui reste dans sa vie selon l'esprit, à contempler Dieu et les beautés du monde, et à ne pas se salir de la boue du monde, pas tellement sensible, parce qu'il a une énorme fascination et admiration pour le monde sensible, mais ne pas se compromettre avec les honneurs, avec la quête du pouvoir, avec le pouvoir, qui, pour lui, de toute façon, corrompt. Donc, vous voyez que là, le positionnement d'Aristote est complètement différent. Il veut former des philosophes qui, à leur tour, formeront les hommes politiques, les législateurs, enfin tous ceux qui ont un rôle dans la cité, mais en leur conseillant vraiment de rester à l'écart de la vie publique. De l'appareil politique. Voilà. Donc ça, c'est une différence essentielle, évidemment, entre Platon et Aristote, qui va évidemment se traduire dans le mode d'enseignement de leurs écoles respectives. Puisque on peut penser qu'une partie des œuvres de Platon s'adresse aux futurs gouvernants, aux futurs hommes politiques, comme évidemment la République, alors que pour Aristote, son enseignement va s'adresser a priori à un public plus large, bien sûr des hommes politiques, des législateurs, mais aussi de simples citoyens qui s'intéressent à la philosophie sans forcément s'intéresser à la vie publique. Donc, comment va-t-on appeler ce mode de vie dans l'école aristotélicienne, dans le lycée? Ce mode de vie, c'est la vie selon l'esprit. La vie selon l'esprit, vivre selon l'esprit. Voilà le projet d'Aristote. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie selon l'esprit? Aristote va distinguer entre le bonheur que l'on peut trouver dans la vie politique, dans la vie active, le bonheur que l'on peut aussi ressentir quand on vit avec vertu dans la cité. Donc ça, c'est un aspect du bonheur, le bonheur de l'action, le bonheur de l'activité. Et l'autre aspect du bonheur, c'est le bonheur philosophique. Donc il va
opposer, quelque part, le bonheur politique, le bonheur de l'action, le bonheur qui résulte de l'action, et de l'action notamment au sein de la cité, du bonheur philosophique. Et le bonheur philosophique va correspondre pour lui à ce qu'il va appeler la théoria. Je développerai après la notion de théoria. Théoria, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais c'est le mot grec théoria qu'on traduit parfois par contemplation, qui va donner l'adjectif théorique. Mais en fait, chez Aristote, on n'emploie pas ce terme de théorique, on emploie un autre terme qui est celui de théorétique, qui est moins connu, mais qui est en fait le terme qu'emploie Aristote. Aristote n'emploie pas le terme de théorique, mais de théorétique, qui vient de théoria et qui désigne, là c'est très simple, un genre de vie tout entier consacré à l'activité de l'esprit. On développera tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ce mode de vie théorique. Mais déjà, on peut savoir que voilà, pour Aristote, le bonheur pur, le bonheur philosophique, est de consacrer entièrement sa vie à l'activité de l'esprit sans aucune attente d'autre chose que de consacrer sa vie à l'activité de l'esprit. Alors, déjà, il y a un concept très important chez Aristote, qui est celui du bonheur, que vous allez trouver, par exemple, dans l'Éthique à Nicomaque, justement, où il y a plusieurs chapitres consacrés au bonheur. C'est un concept nouveau, puisque Platon n'emploie pas le concept de bonheur. Une cité heureuse pour Platon, c'est une cité juste. Mais il n'emploie pas le terme de cité heureuse ou d'homme heureux. Aristote, oui, il va intégrer, il va être un pionnier dans cette notion qui fera florès à partir de lui, du bonheur. Et pour lui, le plus pur bonheur, c'est le bonheur philosophique, donc qui correspond à cette théoria. Pour lui, le bonheur politique, le bonheur pratique est un bonheur secondaire. C'est pour ça que pour lui, il y a vraiment une hiérarchie dans les bonheurs. Le bonheur politique, le bonheur de l'action, mais qui de toute façon ne donnera pas cette qualité ou cette durabilité aussi du bonheur philosophique qui lui est uniquement et de se consacrer à la vie de l'esprit. Donc cette notion de bonheur est essentielle et il va expliquer que cette vie selon l'esprit, qu'est-ce que c'est cette vie selon l'esprit ? Eh bien c'est la vie qui permet de se situer dans l'excellence. Dans l'excellence, c'est le fameux concept grec d'arrêté, l'excellence, qui va être traduit aussi par la vertu. Arrêter, ça c'est un concept qu'on va trouver chez Platon aussi, qu'on trouve largement chez Aristote, c'est-à-dire vivre en tendant, en progressant le plus vers cet état d'excellence, la vertu la plus élevée de l'homme, qui correspond pour Aristote à la partie la plus haute de l'homme, l'esprit. Cette âme qu'il va appeler intellective, c'est-à-dire qui est la spécificité de l'homme, puisque ni les végétaux ni les animaux ne possèdent ce type d'âme intellective, d'intellect, d'esprit, qui permet les plus grandes jouissances, les plus grandes satisfactions et le plus grand bonheur. C'est cette vie, à ce niveau-là, de l'esprit, qui permet de se soustraire aux inconvénients que comporte la vie active.
Et Aristote va nous expliquer pourquoi il va conseiller vraiment de se situer à ce niveau-là. Il dit, cette vie philosophique, donc cette vie selon l'esprit, n'est pas soumise aux intermittences de l'action. Elle ne produit pas de lassitude. Elle apporte des plaisirs merveilleux, des plaisirs purs, car ils ne sont pas mélangés de douleur, et ils sont stables et solides. C'est-à-dire d'éviter donc tous ces tracas, on disait, liés à la recherche de résultats, au fait que son action réussisse ou échoue, et donc cette dépendance qu'on peut connaître, qu'on peut expérimenter dans la vie dite active. Ces plaisirs donc de l'esprit sont d'ailleurs plus grands pour ceux qui atteignent la vérité et la réalité que pour ceux qui la cherchent encore. Donc, lorsque, même de manière, disons, fragmentaire ou fugitive, voilà, on atteint cette contemplation, en fait, puisqu'il s'agit d'une contemplation grâce à l'esprit, de la nature, de l'univers et finalement de Dieu, de toute façon, eh bien, on a un plaisir pur qu'on va ensuite essayer de retrouver à nouveau. Cette vie, selon l'esprit, assure l'indépendance à l'égard d'autrui. Ça, pour Aristote, il va le développer dans l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire que celui qui se rapproche de la sagesse peut davantage vivre seul. Plus on se rapproche de la sagesse, plus on est autonome, indépendant, capable de vivre seul. Ce qui ne veut pas dire, comme on le verra, que l'amitié, le fait d'avoir des amis, ne soit pas important, mais le sage n'en dépend pas. Alors que plus on est éloigné de cette sagesse, plus on a besoin de contact avec autrui et qu'on dépend aussi davantage d'autrui. Donc indépendance vis-à-vis d'autrui et aussi indépendance à l'égard des choses matérielles. Ça, c'est intéressant, Aristote va expliquer que ça, c'est ce qu'il appelle la vie de loisir, mais il ne faut pas se tromper sur cette expression, vie de loisir. La vie de loisir, c'est la vie que l'on peut mener lorsqu'on n'a pas de contraintes matérielles et que l'on peut donc s'adonner le jour durant à cette vie selon l'esprit. Bon, ça suppose de pouvoir le faire, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de contingents, de contraintes matérielles pour pouvoir s'adonner à cette vie de l'esprit. Et si on ne peut pas faire autrement, mais c'est toujours si on ne peut pas faire autrement, d'accord, pour être dans la vie politique, dans la vie active, dans l'action, mais en essayant quand même de développer l'excellence, la vertu, et donc de pouvoir se détacher quand même le plus possible des aléas de cette vie. Donc, il est clair que pour Aristote, la vie selon l'esprit apporte l'absence de trouble. C'est-à-dire c'est ce qui va apporter la sérénité, la tranquillité, qui est un élément que l'on va retrouver chez les stoïciens. Et chez les épicuriens encore plus. Donc, celui qui se consacre à l'activité de l'esprit ne dépend que de lui seul. Alors, son activité sera meilleure s'il a des collaborateurs, et on voit que dans le lycée, il y a beaucoup de travaux d'investigation qui se font évidemment à plusieurs, mais
plus il est sage, plus l'homme pourra être seul. Et on va arriver à cette définition de la vie selon l'esprit, qui me semble être le cœur de la vision d'Aristote, qui est que cette vie ne cherche pas d'autres résultats qu'elle-même. Cette vie, selon l'esprit, ne cherche pas d'autres résultats qu'elle-même. Elle est donc aimée pour elle-même. Que cette vie est à elle-même sa propre fin, sa propre, justification, sa propre récompense. Et il va y avoir une égalité, me semble-t-il, qu'on peut faire entre bonheur et vie de l'esprit. Puisque c'est pareil pour le bonheur. Aristote dit qu'on fait beaucoup de choses pour obtenir autre chose, mais qu'en fait le bonheur est cette seule notion qu'on recherche pour lui-même. C'est pour ça que quand on pense l'atteindre, il y a ce sentiment de plénitude. Et quand on le quitte, ou qu'il nous quitte, on a ce sentiment de manque. Donc le bonheur égale vie de l'esprit, c'est-à-dire ce qui est recherché pour lui-même. Ce qu'on ne recherche pas pour autre chose. C'est la fin en soi, le bonheur, la vie de l'esprit. Donc certains vont dire, ah oui, c'est un peu une vie de savant qui cherche la connaissance pour la connaissance. Ni pour la réputation que ça va lui donner, ni pour l'argent que ça va lui donner, ni pour autre chose que la jubilation, le bonheur de connaître, sans autre finalité. Alors, je pense que le terme de savant est un peu réducteur par rapport à cette pratique du savoir, mais c'est un peu peut-être le terme qui permet d'approcher ce mode de vie aristotélicien. Donc, ce sont deux éléments, le bonheur et la vie de l'esprit, que l'on cherche pour eux-mêmes et pas en vue d'autre chose. C'est pour ça que quand on le touche du doigt, on est comblé. Les ermites. On est comblé. Alors, les aristotéliciens sont quand même des gens qui vivent dans la cité, qui ne vont pas se fuir le monde, mais qui essaient d'avoir cette distance ou cette indépendance vis-à-vis du monde. Alors, cette forme de vie selon l'esprit ou de vie philosophique représente la forme la plus haute pour Aristote du bonheur humain, mais on peut dire, et certains ne sont pas privés de le dire, que ce bonheur est presque surhumain. Parce qu'il n'est pas facilement accessible. Et, comme le dit Aristote lui-même dans l'Éthique à Nicomaque, l'homme ne vit plus alors en tant qu'homme, mais en tant qu'il possède quelque chose de divin. Voilà, c'est ce bonheur philosophique, cette vie selon l'esprit, c'est pas qu'elle est comme finalité de se rapprocher de Dieu, mais c'est un fait que cette vie philosophique permet de se ressentir davantage comme être divin que comme être humain. Rapproche de ce qu'expérimente Dieu lui-même. Alors, pour moi, cela, ça fait partie de la complexité, un peu du paradoxe d'Aristote, qui, au départ, en fait, va critiquer, par exemple, la théorie des idées platonicienne, parce qu'il la trouve trop abstraite, trop compliquée, trop ésotérique, et lui dit, bon, on peut faire l'économie du monde intelligible, intéressons-nous essentiellement au monde sensible. Mais en fait, et c'est ça le paradoxe pour moi d'Aristote, c'est qu'il va de toute façon à l'intérieur du monde sensible
recréer une sorte de dualisme entre guillemets, hein, entre la forme et la matière ou la substance, mais surtout avec cette notion d'intellect divin, cette notion de Dieu, hein, vous savez, qui est le moteur immobile, et qui est l'exemple même du bonheur, mais qui est finalement pour l'homme relativement inaccessible, il va finalement développer un corpus et un mode de vie, me semble-t-il, plus abstrait et plus inaccessible, me semble-t-il, que... non, pas mystique, non, puisque Aristote, c'est le père de la logique, hein, du raisonnement, donc c'est pas dans ce qu'on entend aujourd'hui par mystique, mais disons, il va proposer cette voie très ardue, hein, de vivre comme ça uniquement selon l'esprit, de ne pas rechercher autre chose et de se rapprocher quand même de Dieu par la contemplation, par la théorie. Et il va expliquer dans l'éthique à Nicomaque, c'est très clair, que on ne peut y arriver que de temps en temps, ou, dans cette fameuse expression, dans la mesure du possible, et que le reste du temps, on est bien obligé de faire autre chose. Oui, de faire avec. C'est-à-dire d'accepter sa limitation, d'accepter que l'homme n'est pas Dieu, et il est symptomatique que Aristote consacre davantage de pages, enfin de ce qu'on a retrouvé, hein, des œuvres d'Aristote, j'y reviendrai tout à l'heure, à la distance qui existe entre l'homme et Dieu, fossé qui existe entre l'homme et Dieu, que de pages qui expliquent comment se rapprocher de la vie divine, disons. Donc c'est un but, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. Non. C'est quelque chose qui arrive, comme dit la Bible, c'est par surcroît. Mais ça ne doit pas être recherché. Parce que si c'est recherché, vous savez bien, dès que c'est recherché, il y a de la passion, il y a du désir, et là, on va sortir de ce que Aristote appelle la vertu, qu'il va définir, contrairement à Platon, il va la définir, la vertu, toujours comme un juste milieu entre deux excès. Hein, donc, par exemple, le courage, il va le définir comme un juste milieu entre la lâcheté et la témérité. C'est-à-dire, voilà, le courage, c'est être ni lâche, ni téméraire, c'est un juste milieu. Et donc, voilà là où il faut se situer, dans un juste milieu, hein, en évitant les excès. Et peut-être que de se fixer ce bonheur divin comme but, comme finalité, ferait rentrer dans des excès dommageables. Donc la morale ou l'éthique d'Aristote est vraiment celle de la prudence. Il va parler de l'homme prudent, celui justement qui sait se situer dans le juste milieu. Alors, revenons à l'intellect, hein, à cette vie selon l'esprit, puisque c'est ça le mode de vie aristotélicien. L'intellect est ce qu'il y a de plus essentiel dans l'homme, ce qu'il appelle l'âme intellective. Il va développer plusieurs concepts d'âme, Aristote, l'âme végétative, qui est celle des plantes, hein, l'âme sensible des animaux, et le summum de l'âme, c'est ce qu'on trouve dans l'âme humaine, avec cette âme intellective, l'intellect. C'est ce qu'il y a de plus essentiel dans l'homme, et en même temps, il a quelque chose de divin qui vient en l'homme, de sorte que, et c'est un petit peu le paradoxe dont je parlais tout à l'heure, ce qui caractérise l'être humain, c'est ce qui va transcender l'humain. C'est-à-dire que
l'homme devient homme lorsqu'il ne l'est plus. Il devient plus divin que humain. C'est-à-dire qu'il peut être, comme l'expression consacrée, être au-dessus de lui-même. Et on trouve cette expression dans l'éthique à Nicomaque, c'est l'esprit qui est notre moi, donc notre conscience, c'est l'esprit, en tant qu'il représente ce qui décide et ce qui est le meilleur. Donc si on veut se situer dans l'excellence, dans le meilleur, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de se situer dans cette vie selon l'esprit. Donc, comme chez Platon, le choix philosophique conduit le moi individuel à se dépasser. Comme on l'avait vu avec l'ascension dialectique, le moi individuel se dépasse dans une sorte de moi supérieur, c'est-à-dire d'état de conscience supérieur. Moi, c'est un état de conscience supérieur, qui permet de se hausser à ce qui est transcendant et universel. Et pour Aristote, l'expression de ce transcendant et de cet universel, c'est Dieu. Ce ne sont pas les idées, comme chez Platon, l'idée du beau, du bon, du juste, comme on avait vu, qui sont des idées, mais qui sont des formes et surtout des valeurs. Mais là, on est dans une transcendance qui amène directement au divin, à ce qui est universel et transcendant. Alors, ça c'est un point de vue tout à fait personnel, donc quand c'est personnel, je le dis. La différence, évidemment, avec Platon, c'est que avec Platon, on a des images, on a des mythes qui permettent d'illustrer ceci. On a l'image de la caverne, l'image de l'attelage ailé, on a tout ce qui est allégorie qu'on trouve dans le banquet de Platon, l'image du soleil comme symbole du bien. Chez Aristote, et c'est ça aussi qui va lui donner cette réputation d'aridité et de difficulté quand même, c'est que Aristote refuse de donner des images ou des mythes, puisque c'est justement là sa critique de Platon, et c'est là où il y a vraiment différence. Donc, l'image, la plus grande image qu'on ait d'Aristote, c'est cette image de Dieu en tant que moteur immobile. Bon, c'est une image aussi, c'est un concept à dire, mais qui est peut-être moins inspirateur que les images mythiques, disons, platoniciennes. Mais la finalité de l'homme est assez centrale, c'est-à-dire s'élever au-dessus du contingent, du temporel, du matériel, pour arriver à un plan de conscience plus élevé, plus stable, plus solide, plus indépendant des circonstances. Et c'est là où l'homme va vraiment goûter le bonheur profond. Alors, Aristote n'affirme pas que cette vie de l'esprit, elle est inaccessible et que peut-être l'homme doit se contenter de progresser vers elle, mais il reconnaît que nous ne pouvons l'atteindre, et là je cite une expression qui a été largement commentée, on ne peut l'atteindre que dans la mesure du possible, selon le champ du possible, c'est-à-dire c'est reconnaître que là vraiment il y a des limitations. Il y a des limitations et que on ne peut l'atteindre que dans de rares moments. C'est pour ça que c'est assez amusant de voir dans l'éthique à Nicomaque, finalement, entre ces rares moments, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien s'occuper. Et donc là, peut-être on peut agir, on peut faire de la politique, on peut faire autre chose, parce que... mais c'est
voilà, c'est un moindre mal. Donc il va mettre l'accent sur cette idée que la vie selon l'esprit est quand même pas évidente. Et quand Aristote veut faire comprendre ce que peut être ce mode de vie, du principe premier, de la cause première, de la pensée, il déclare « Son mode de vie est comparable à ce qui pour nous est le meilleur des modes de vie, que nous ne pouvons vivre que pour peu de temps, c'est-à-dire vivre comme Dieu, avoir le même mode de vie que Dieu. C'est ce qu'on peut avoir de mieux dans sa vie, mais on ne peut le vivre que pour peu de temps, car il demeure, lui, toujours dans cet état, alors que pour nous, cela est impossible. C'est-à-dire que Dieu vit dans cette béatitude souveraine, de manière permanente, mais il est le seul. L'homme, lui, ne peut toucher cet état de béatitude que de manière ponctuelle. C'est notre parcelle divine. Comment ? C'est notre parcelle divine. Alors, quand elle est activée, voilà, on peut goûter à ce bonheur total. Et quand l'étincelle s'éteint, submergé par les flots du monde ou parce qu'on ne l'a pas suffisamment entretenu, eh bien, on retombe dans, au mieux dans le bonheur philosophique, donc dans le bonheur de l'investigation et encore plus bas dans le bonheur de l'action, le bonheur actif, le bonheur politique. Comme il le dit, si donc Dieu est perpétuellement dans un état de joie comparable à celui dans lequel il nous arrive parfois de nous trouver, cela est admirable. Et s'il est dans un état de plus grande joie encore, cela est encore plus merveilleux. Voilà, donc pour résumer, le sommet du bonheur réside dans l'activité de l'esprit, c'est-à-dire dans la contemplation de l'intellect divin, c'est-à-dire la contemplation de la pensée divine. La contemplation de l'intellect, de la pensée divine, mais voilà, cet état n'est possible que de manière discontinue et il faut pouvoir continuer à le chercher. C'est pour ça qu'il va y avoir différents degrés dans ce mode de vie théorétique. Alors, développons un peu cette idée de mode de vie théorétique. C'est donc, comme je disais tout à l'heure, l'adjectif qui est employé par Aristote. Et donc, il ne se situe pas dans l'opposition, ça c'est important, me semble-t-il, entre théorique et pratique. Parce qu'aujourd'hui, théoria, ça a donné aussi théorique, ce qu'on traduit en général par abstrait, conceptuel, spéculatif, et on oppose théorique à pratique, c'est-à-dire ce qui est plus concret, ce qui est plus expérimental. Donc, avec le mode de vie théorétique, on n'a pas cette opposition avec la pratique, puisque pour Aristote, le mode de vie théorétique est une pratique. C'est une pratique. C'est ça le mode de vie concret, pratique, prôné par Aristote dans son école. C'est ce mode de vie théorétique. Donc il ne faut pas se tromper, dire parce que c'est théorétique, c'est pas pratique. Si, c'est la praxis, enfin c'est un peu paradoxal, mais c'est la praxis théorétique chez Aristote. Comment pratiquer ? Eh bien, en pratiquant ce mode de vie qui vient de théoria, de la contemplation, de la vie selon l'esprit. Donc, qu'est-ce que ça signifie, théorétique ? Ça signifie un mode de connaissance qui a pour but le savoir pour le savoir. C'est ça le moteur. Connaître. Connaître, classifier,
comprendre les causes, faire des analogies, faire des comparaisons, on verra tout ça, mais c'est connaître, savoir, pour la joie pure du savoir. Et, deuxièmement, c'est consacrer sa vie à ça. C'est-à-dire le mode de vie qui consiste à consacrer sa vie, pour ne pas dire l'essentiel de sa vie, à ce mode de connaissance. Donc, c'est une philosophie pratique qui débouche aussi sur un mode de vie, même si c'est un mode de vie qui peut sembler assez abstrait. Alors, il le dit explicitement, Aristote, je le cite, c'est dans son ouvrage qui s'appelle Politique. Parce que là, on voit vraiment la différence avec le mode de vie platonicien. Il dit « La vie pratique n'est pas nécessairement dirigée vers autrui, comme le pensent certains. Et ce ne sont pas seulement les pensées qui visent des résultats qui seront produits par l'agir qui sont pratiques. » C'est-à-dire, ça c'est très important. La vie pratique n'est pas nécessairement dirigée vers autrui. Ça, c'est une différence avec le mode de vie platonicien. Rappelez-vous, l'intention politique. Qu'est-ce que c'est que le politique ? L'homme politique est celui qui consacre sa vie au service d'autrui, au service de la cité, au service de la collectivité. Chez Aristote, non. C'est pas c'est un monstre d'égoïsme qu'il préconise, bien au contraire. Mais la vie pratique n'est pas nécessairement dirigée vers autrui, ça veut dire qu'elle est dirigée vers autre chose. Et elle est dirigée vers l'exercice de la pensée. Et ce ne sont pas seulement les pensées qui visent des résultats qui seront pratiques. C'est pour ça qu'on dit parfois une vie de savant, parce qu'on cherche, sans forcément trouver. Et pourtant, on continue de chercher. C'est bien qu'on est mu, pas simplement par le fait de trouver, d'avoir un résultat et les honneurs liés au résultat, mais qu'il y a vraiment ce moteur du savoir pour savoir. Car sont pratiques bien plus encore les activités de l'esprit. Vous voyez, c'est un peu paradoxal pour nous avec notre langage aujourd'hui d'appeler les activités de l'esprit des pratiques. Parce que pratique, nous on imagine des pratiques corporelles, oui, l'ascèse, mais là c'est vraiment l'ascèse de l'esprit. Donc les pratiques, les activités de l'esprit et les réflexions qui ont leur fin en elles-mêmes et sont développées en vue d'elles-mêmes. Voilà. Ça c'est le leitmotiv, ce sont des activités qui n'ont pas d'autre but qu'elles-mêmes. Donc le moteur de ces activités se trouve en elles-mêmes. Ça veut dire que ça va nécessairement déboucher sur une éthique qui est celle d'une recherche désintéressée. Donc, très exigeant. Il ne faut pas croire que le mode de vie aristotélicien est simple. Il est très exigeant, puisqu'il se doit d'être le plus objectif possible, ça on va voir ça avec la logique, et désintéressé. Donc au service, comme il dit, bon c'est un peu choquant peut-être, pas forcément d'autrui, mais au service de la pensée. Et c'est ça pour lui le philosophe. Celui qui s'adonne à cette recherche de la pensée. Donc, poursuivre la recherche, poursuivre le savoir, sans aucun intérêt particulier et égoïste qui serait étranger à la connaissance. Donc il ne s'agit pas de profiter en quoi que ce soit de son savoir ou de ses recherches. Alors, il ne faut pas oublier, ou quelque chose qu'on peut relier à cela, c'est que Aristote fait partie
de cette vie selon l'esprit, de cette vie de connaissance et de savoir, l'application de cette discipline qu'on va appeler logique. Organon. La logique formelle, organon, et toute une partie des textes qu'on a trouvés d'Aristote vont être regroupés sous cette appellation d'organon, qui est pour Aristote l'outil, l'outil majeur ou l'instrument majeur de la démarche scientifique. Alors, je vous explique simplement ça, puis après on fera la pause, parce que il est l'inventeur de cette logique formelle, de cette science qu'on appelle la science du raisonnement. Et il va établir pour la première fois, de manière cohérente, la théorie du syllogisme, qui est un des outils ou des instruments de la science. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme ? Ça, on a tous étudié ça. Voilà, avec le fameux syllogisme bateau, tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Bon, on peut écrire des pages, des milliers, des centaines de milliers de pages sur chacune de ces propositions. Parce que tous les hommes sont mortels, ça se discute. Socrate est un homme, ça se discute. Et donc, Socrate est mortel, ça se discute. Tout se discute. Mais bon. Là, c'est parce qu'on est sur des sujets extrêmement délicats. Mais qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme ? C'est un discours dans lequel certaines choses étant posées, on a une première prémisse, une autre chose différente d'elle en résulte nécessairement par l'intermédiaire de la deuxième proposition. Donc on a toujours 3 propositions, c'est un rythme en 3, une proposition générale, première, une deuxième, secondaire, et une conclusion. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate, donc, Socrate est mortel. Ça, c'est l'outil de raisonnement que va développer Aristote et dont il va faire l'outil majeur du raisonnement scientifique. Qu'il va utiliser, appliquer largement dans l'étude qui va le fasciner toute sa vie, qui est l'étude des animaux et de la classification des animaux en espèces, genres, etc. Et c'est une sorte d'arborescence déjà qu'il va appliquer pour savoir, mettons que tous les animaux de telle espèce se comportent comme ça, or tel animal se comportant comme ça, alors tel animal fait partie de telle espèce. Ça va être vraiment la structure type du raisonnement qui permet de comprendre le réel, d'y mettre de l'ordre et de voir des classes, des catégories, puisque Aristote est un passionné de mettre les choses en genre, en classe, en catégories, pour y voir clair et pour faire des analogies, des comparaisons ou des distinguos. C'est pour ça qu'ils vont, dans cette école, étudier plein de choses. Ils vont faire des listes, des catalogues, c'est voilà, le début d'un savoir un petit peu encyclopédique qui couvre tous les domaines du réel, mais en y mettant, disons, des critères de classement, de rangement, etc. Ça va ? Un peu plus concrètement, les différentes disciplines, les différents aspects de cette vie du lycée, cette vie théorétique. C'est vrai qu'on peut considérer le lycée aussi un peu comme une grande entreprise scientifique, avec Aristote en tant qu'organisateur, maître de recherche, on dirait aujourd'hui, grand organisateur de recherche. Alors, on va assister à une immense recherche d'informations
dans de très nombreux domaines. Je parlais un peu d'un savoir encyclopédique. Par exemple, on va rassembler toutes sortes de données historiques. Une compilation, on dirait aujourd'hui. Par exemple, la liste des vainqueurs, de tous les vainqueurs aux Jeux Pythiques. Voilà. Donc là aussi, c'est dans un souci de mémoire, de transmission, donc des données historiques. Des données sociologiques. Ils vont, et Aristote va être le moteur de cette recherche, étudier toutes les constitutions connues à l'époque. Donc ils vont les décrire, et là, par contre, il y a une finalité. C'est pas simplement connaître les constitutions pour les connaître, mais pour faire tout un travail de comparaison, d'analogie, de se demander s'il y a une constitution meilleure que d'autres. On sait par Diogène Laërce que, justement, à cette époque, la constitution de Marseille, de Massilia, était considérée comme, en tout cas par les aristotéliciens, comme une meilleure constitution de l'époque. Donc, au moins, là, on peut être fier. Là, on a une raison d'être fier d'avoir eu une bonne constitution à cette époque-là. Donc, les constitutions des différentes cités sont étudiées. On a évidemment beaucoup de recherches sur les systèmes philosophiques, c'est-à-dire les pensées de tous ceux qui nous ont précédés. Donc Aristote va être un des des grandes sources de connaissances des présocratiques. Bon, on a vu que Platon était une source, mais Aristote va très souvent se référer aux présocratiques. Donc on fait des compilations aussi de ces pensées philosophiques. Au niveau de la psychologie aussi, de l'étude de l'âme, donc, vous voyez, un foisonnement, un bouillonnement de recherche, d'investigation et donc de compilation, après de mise par écrit de tous ces travaux. Et puis, ce qui va faire la spécificité d'Aristote, ce sont les innombrables observations zoologiques et botaniques. Il va écrire plusieurs ouvrages sur les animaux. Je vous lirai tout à l'heure le début d'un de ces ouvrages qui est très très beau pour comprendre cette fascination, cette admiration, cet amour qu'il avait pour le monde sensible et pour l'observation du monde sensible. Et puis des réflexions plus métaphysiques, puisque vous avez une partie des œuvres qu'on a retrouvées d'Aristote ont été classées sous l'appellation métaphysique, même si ce n'est pas lui qui a employé ce mot, mais le bibliothécaire, Andronikos de Rhodes, qui a en fait donné la classification actuelle des œuvres d'Aristote. Une fois qu'il a eu rangé les œuvres de physique, bon, il y avait ce qui était au-delà de la physique, ce qui était métaphysique. Ça vient de là. Comme quoi, les bibliothécaires ont toujours un rôle très très important pour parce que c'est quelque chose qui est resté depuis là. Des réflexions donc métaphysiques sur l'être en tant qu'être, puisque Aristote va être le précurseur de ce qu'on va appeler l'ontologie, l'étude de l'être en tant qu'être. Ontologie, ontos logos, la science de l'être. Ontos, l'être. Ontos, O-N-T-O, L-O-G-E, ontologie, la science de l'être en tant qu'être. Les recherches sur les causes, je disais tout à l'heure que Aristote avait, dans sa recherche des causes, défini plusieurs types de causes, les 4 grandes causes. Donc il va y avoir des recherches sur qu'est-ce que la cause matérielle, la cause formelle, la cause première, enfin tous ces types de causes jusqu'à arriver à la cause sans cause, Dieu. Dieu comme moteur immobile, etc. Enfin, plein de recherches. Et
cette tradition va rester en honneur au cours des siècles dans l'école aristotélicienne, même si, évidemment, à la mort d'Aristote, il va y avoir un peu un essoufflement de cette dynamique d'investigation, et dans les siècles qui vont suivre, la renommée du lycée va un petit peu tomber, et les disciples d'Aristote vont surtout s'occuper de rhétorique, Aristote avait aussi écrit sur la rhétorique, sur la dialectique, et cette dynamique d'investigation va un petit peu retomber. Et il faudra quelque part attendre le Moyen-Âge pour que la pensée d'Aristote ressurgisse vraiment. Elle a été vraiment en sommeil, et les siècles qui vont suivre la mort d'Aristote ne vont pas être très prolifiques, disons, au niveau du lycée, alors que, par exemple, pour l'Académie de Platon, il va y avoir toute une dynamique qui va beaucoup plus continuer. Combien d'années a duré le lycée Le lycée, disons, en tant que courant aristotélicien, et il va durer jusqu'à l'époque où on va fermer les écoles de philosophie. Donc pareil, mais pas du tout avec la même dynamique que l'Académie, qui va se transformer en académie néo-platonicienne, alors que le lycée d'Aristote, on parle du lycée d'Aristote, surtout du vivant d'Aristote. Après, l'école aristotélicienne va continuer, le courant aristotélicien va continuer, mais pas avec la même structure que le lycée. Alors, il ne faudrait pas croire que les aristotéliciens sont des simples collectionneurs de faits. Ils sont obnubilés par le fait de rassembler les observations pour permettre donc des comparaisons, des analogies, instaurer une classification des phénomènes, mais surtout entrevoir les causes. Entrevoir les causes dans une étroite collaboration entre l'observation et le raisonnement. Et c'est eux, c'est Aristote et ses disciples, qui vont mettre en place ce qu'on appelle la méthode inductive. C'est-à-dire une méthode qui part de l'observation empirique, de l'expérimentation, de l'observation, donc du particulier, pour remonter au général. C'est-à-dire qu'il observe toutes les espèces animales, ou presque, pour en tirer des lois par espèce, pour ensuite, en remontant, arriver à tirer des lois générales. C'est ça la méthode inductive. On induit en partant de l'observation pour remonter à l'idée ou à la cause. Méthode inductive qui va évidemment permettre le développement de la science, de la méthode scientifique qui part des observations. Et c'est pour ça qu'Aristote accordait énormément d'importance à l'observation, et qui disait même qu'on pouvait davantage se fier à l'observation des faits qu'au raisonnement, ou on pouvait se fier au raisonnement s'il corroborait les faits. Donc il y a une très grande confiance et importance accordée à l'observation empirique, à l'expérimentation. Évidemment, beaucoup plus que dans la vision platonicienne, qui, elle, de manière schématique, va beaucoup plus être entre l'induction et la déduction, c'est-à-dire partir du général pour comprendre le particulier, avec la théorie des idées. Donc, chez Aristote, en tout cas, lui, c'est clair, peut-être un peu moins chez ses disciples, il y a une passion pour la réalité sous tous ses aspects, y compris les aspects les plus petits, les plus humbles, ou ceux qui pourraient sembler les plus repoussants. Parce que, en toute chose, on trouve une trace du divin. Il y a un amour, une admiration, une fascination pour le monde sensible comme empreinte du divin. Et ça, je trouve ça très très beau, c'est très émouvant chez Aristote, cette soif de connaître, de comprendre, de savoir, qui est aussi le fait d'approcher par là le divin. Alors,
j'ai sélectionné un petit texte qui n'est pas très connu, qui est le début du livre sur les parties des animaux. Parce qu'il va écrire plusieurs livres sur les animaux. La génération des animaux, les parties des animaux, et il y a une introduction à ce texte que je trouve très significative. Alors, c'est un petit peu long, mais comme c'est un texte qu'on n'étudie jamais, je trouve intéressant de vous le lire. Il est assez facile. C'est le début du traité sur les parties des animaux. Parmi les substances de la nature, les unes, sans commencement ni fin, existent pendant toute l'éternité. Les autres sont sujettes à naître et à périr. Sur les premières, si élevées et divines qu'elles soient, nous ne nous trouvons posséder qu'une somme bien mince de connaissances. En réponse à notre soif de connaître, l'observation sensible ne fournit qu'extrêmement peu d'évidences propres à servir de base à l'étude. Au sujet des substances périssables, au contraire, plantes et animaux, nous nous trouvons en meilleure situation pour les connaître, puisque nous vivons avec elles. Des données que nous possédons, on peut tirer beaucoup sur chaque genre si l'on veut prendre assez de peine. Mais les deux études ont chacune leur attrait. Pour les êtres éternels, les pauvres connaissances que nous en atteignons nous apportent cependant, en raison de l'excellence de cette contemplation, plus de joie que toutes les choses qui nous entourent. De l'excellence de cette toutes les choses qui nous entourent, tout juste comme un coup d'œil fugitif et partiel sur des personnes aimées nous donne plus de joie que la connaissance exacte de beaucoup d'autres choses, si considérables qu'elles soient. Mais d'un autre côté, pour la certitude et l'étendue de la connaissance, la science des choses terrestres a l'avantage. De plus, ces choses sont tout près de nous, elles sont familières, et cela balance dans une certaine mesure l'intérêt de la philosophie sur les êtres divins. Et puisque nous avons déjà traité de ces êtres divins, et que nous avons dit ce qui nous en semble, il nous reste à parler de la nature vivante, sans laisser de côté aucun détail, ou bas ou relevé selon la mesure de nos forces. À vrai dire, certains de ces êtres n'offrent pas un aspect agréable, mais la connaissance du plan de la nature en eux réserve à ceux qui peuvent saisir les causes des jouissances inexprimables. En vérité, il serait déraisonnable et absurde que nous trouvions du plaisir à contempler les images de ces êtres parce que nous y saisissons en même temps le talent du sculpteur et du peintre, et que, les examinant en eux-mêmes, dans leur organisation par la nature, nous n'éprouvions pas une joie plus grande encore de cette contemplation. Au moins si nous pouvons saisir l'enchaînement des causes. Voilà ce qui rend Aristote joyeux. D'observer et de rechercher les causes de ce qu'il voit. Il ne faut donc pas céder à une répugnance enfantine et nous détourner de l'étude du moindre de ces animaux. En toutes les parties de la nature, il y a des merveilles. On dit qu'Héraclite, à des visiteurs étrangers qui, l'ayant trouvé se chauffant au feu de sa cuisine, hésitait à entrer et fit cette remarque. Héraclite: « Entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine. » Et bien de même, entrons sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale. En chacune, il y a de la nature et de la beauté. Ce n'est pas le hasard, mais la finalité qui règne dans les œuvres de la nature est à un haut degré. Or, la finalité qui régit la constitution ou la production d'un être est précisément ce qui donne lieu à la beauté.
Alors, c'est un très beau texte, je trouve, d'Aristote. Un texte, vous voyez, qui se lit bien. Donc, c'est l'introduction du livre sur les parties des animaux. Et là, on comprend, je trouve, enfin, on capte mieux ce qui rend jubilatoire cette recherche des causes. Et que c'est une immense compensation, entre guillemets, au fait de se dire que le bonheur philosophique pur, celui de la contemplation de l'intellect divin, nous est pas toujours accessible. Au moins, on peut atteindre un bonheur à l'observation, dans la mesure où, à travers cette observation, on comprend les lois et la beauté des lois de la nature. Donc, vous voyez, je trouve que c'est bien ce texte, parce que Aristote est parfois vu de manière un peu sèche, parce que c'est vrai que la plupart de ses œuvres sont arides. Et là, on voit un être qui s'émerveille devant la beauté du monde. Comment peut-on définir la première partie? Il s'étend sur la deuxième partie de contemplation, mais il dit qu'au départ, il y a des vérités qui... c'est quoi? Ce qu'il veut dire, c'est que par rapport à la contemplation des vérités éternelles, des vérités atemporelles, enfin de la contemplation de Dieu, on a peu d'éléments d'observation. Oui, mais enfin, il pense en avoir un peu quand même. Ah oui, disons, là, c'est toute la vie selon l'esprit d'élever le niveau de conscience pour que il puisse y avoir quand même des flashs de cet être divin, c'est l'intellect divin en soi qui commence à s'exprimer. Donc, il y a possibilité, simplement par flash. De manière non continue et surtout avec peu de support d'observation. Intuitivement, finalement, non? Peut-être. Bien que ça demande, disons, un effort. Disons, c'est pas chose qui arrive comme ça. C'est un effort aussi de désintéressement, d'universalité, comme chez Platon, d'arriver à prendre de la hauteur par rapport au monde. Donc, cette joie, ce bonheur qu'on éprouve dans la contemplation des animaux, des plantes, des êtres humains aussi, quand même, c'est le plaisir qu'on ressent à l'observation comme il dit, de l'être aimé. De l'être aimé. Et pour Aristote, c'est un effort de perfection. Enfin, c'est pour ça que c'est quand même un effort qui est demandé, un effort de perfection qui justifie la vie humaine. Vous savez, on avait cité Platon, une vie qui n'est pas examinée ne mérite pas d'être vécue. Là, c'est une vie qui n'est pas mue par l'effort de perfection, ne mérite pas d'être vécue. Et quand c'est le cas d'une vie vécue avec ce souci de la perfection, eh bien, il y a ce dégagement d'amour, c'est-à-dire l'amour de la perfection, l'amour du divin, l'amour de la sagesse, fait naître la sagesse de l'amour ou de l'amitié. Ce que je voudrais aussi développer, c'est que dans le lycée d'Aristote, on accorde beaucoup d'importance, en tout cas lui accorde beaucoup d'importance à l'amitié. Même s'il dit que plus on est sage, plus on peut vivre seul, il explique aussi l'importance d'être entouré d'amis. Et pour lui, les amis, c'est ceux qui partagent ce souci, la connaissance, du savoir, de l'investigation. Et là aussi, pour le côté humain d'Aristote, je trouve que c'est intéressant de lire ce petit texte sur l'amitié. C'est un héritage pythagoricien, ça. L'amitié dans leur... La filiation n'est pas démontrée de manière logique et rationnelle. Disons, ce qui est
plus vu, c'est la filiation des pythagoriciens, des platoniciens, à travers cette discipline des mathématiques, que la filiation pythagoricien-aristotélicien. Non, je crois que ça peut être tout à fait un résultat du fait de l'observation aussi de la nature humaine, qui est, qui peut être mue par ce besoin d'amour et d'amitié. Disons, c'est plus la philia là qui est développée chez Aristote, l'amitié. Voilà ce qu'il dit, enfin, tout petits extraits de l'amitié. Ceci fait, il nous reste à traiter de l'amitié. L'amitié est une vertu, ou tout au moins, elle s'accompagne de vertus. De plus, elle est absolument indispensable à la vie. Sans amis, nul ne voudrait vivre, même en étant comblé de tous les autres biens. Les riches eux-mêmes, ceux qui possèdent les charges et le pouvoir suprême, ont, semble-t-il, tout particulièrement besoin d'amis. À quoi leur servirait d'être ainsi comblés de biens si on les privait de la faculté de faire le bien qui s'exerce à l'égard des amis et qui est alors particulièrement louable. Donc les amis sont aussi ceux qui permettent d'exercer cette vertu de faire le bien. L'amitié est, semble-t-il, un sentiment inné dans le cœur du Créateur à l'égard de sa créature. Donc là encore, développer l'amitié, c'est agir en imitation du divin, qui lui a créé, enfin, ou en tout cas a organisé le monde par amour pour ses créatures. L'amitié est un sentiment inné dans le cœur du Créateur à l'égard de sa créature et dans celui de la créature à l'égard du Créateur. Il existe non seulement chez les hommes, mais encore chez les oiseaux et chez la plupart des êtres vivants, dans les individus d'une même espèce les uns à l'égard des autres, et principalement entre les hommes. De là les éloges que nous décernons à ceux qu'on appelle des philanthropes. Donc, pour expliquer que même si Aristote déconseille de faire la politique, d'être pris dans ce jeu de la vie sociale, il n'en demeure pas moins qu'il va conseiller développer cette vertu de l'amitié. Vertu louable s'il en est, les philanthropes. On peut constater, même au cours de voyages, quelle familiarité et quelle amitié l'homme nourrit à l'égard de l'homme. L'amitié semble encore être le lien des cités et attirer le soin des législateurs, plus même que la justice. Voilà. Donc là, c'est une petite allusion à Platon. C'est comme le début de l'éthique à Nicomach, qui dit qu'Aristote accorde beaucoup d'importance à la vérité et à l'amitié, mais qu'il va quand même donner priorité à la vérité. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup Platon, c'est son disciple de Platon, mais il ne va pas forcément redire exactement ce qu'a dit Platon à la recherche un peu plus de vérité. Donc là c'est pareil, plus même que la justice, qui est quand même le cœur même de la pensée de Platon, ce qui est important pour être la cohésion, le liant au sein de la cité, c'est l'amitié. La concorde, qui ressemble en quelque mesure à l'amitié, paraît être l'objet de leur principale sollicitude, tandis qu'ils cherchent à bannir tout particulièrement la discorde, ennemie de l'amitié. D'ailleurs, si les citoyens pratiquaient entre eux l'amitié, ils n'auraient nul besoin de la justice. Mais, même en les supposant justes, ils auraient encore besoin de l'amitié.
Vous voyez, il place vraiment l'amitié au-dessus de la justice. Parce que pour lui, la justice est une conséquence de l'amitié, et que même des hommes justes auraient encore besoin de l'amitié. Et la justice, à son point de perfection, paraît tenir de la nature de l'amitié. L'amitié est nécessaire, que dis-je, elle est admirable. Nous ne ménageons pas nos éloges à ceux qui en ont le culte, et le grand nombre d'amis constitue un des avantages les plus honorables. Quelques-uns même sont d'avis que c'est tout un d'être honnête homme et ami sûr. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être honnête homme ? Développer cette vertu morale de l'honnête homme, eh bien, c'est de pouvoir se dire un ami sûr, sur lequel on peut compter. Les discussions sur l'amitié sont nombreuses, et là, ils vont compiler tous les textes de l'époque qui ont été écrits déjà sur cette fameuse philia, sur l'amitié entre les hommes. Et les femmes, bien entendu. Il ne parle pas d'amour. Il ne parle pas d'amour, Aristote. D'amitié, la philia. Ouais. Ouais. Bah oui, là, il se démarque de l'éros socratique et platonicien. Il a beaucoup plus développé la notion de philie. Autre oui, philia. La philia. Il va aussi expliquer, ça c'est très par rapport à la vertu, enfin la vie morale qu'il va enseigner dans son école, c'est qu'il n'existe de vertu qu'en situation. C'est-à-dire que les discours philosophiques ne servent à rien s'ils ne sont pas source d'application, de pratique. Donc là-dessus, voit très, très clairement expliquer qu'un homme s'avère vertueux ou pas en situation. Et que tout discours théorique là-dessus est très limitatif. Alors, autre élément pour un petit peu en guise de conclusion. Je reviendrai sur l'idée que lorsque Aristote fait un cours, et bon, vous savez que ce qu'on a trouvé des œuvres d'Aristote, c'est ce qu'on appelle la partie parfois ésotérique, c'est-à-dire celle qui n'était pas destinée à être publiée. C'est-à-dire ce sont des notes de préparation de cours, des notes de cours, aussi des notes corrigées en fonction des dialogues, des discussions qu'il avait avec ses collaborateurs, avec ses disciples. C'est ça qu'on a trouvé des œuvres d'Aristote. Là, il faut être, toujours avoir ça en tête. Ce n'est pas comme les œuvres de Platon qui ont été retrouvées parce que c'était les œuvres destinées à être publiées. Là, d'Aristote, on n'a que des notes. De ses propres notes de préparation de cours, mais aussi des notes de ses élèves. C'est ça qu'on a retrouvé. Et les œuvres exotériques, dont on pense qu'elles avaient été écrites pour être publiées, pour être connues, pour être diffusées, n'ont pas été retrouvées. Ce qui explique le fait qu'ensuite on a regroupé toutes ces notes pour en faire, disons, un classement. C'est le fameux Andronikos de Rhodes. Donc on a les œuvres de logique, les œuvres de métaphysique, les œuvres de politique, les œuvres, les traités du ciel, les animaux, enfin, mais ce n'est pas Aristote lui-même qui a écrit cela pour diffusion. C'est pour ça qu'il est difficile de lire les œuvres d'Aristote, parce qu'il n'y a pas la construction, évidemment, logique, cohérente qu'on pouvait en attendre. Ce sont des notes, avec des digressions, des répétitions, des ratures, enfin bref. Donc c'est très important à se rappeler par rapport à... Donc, on a beaucoup de notes de cours, donc on sait qu'il préparait ses cours. C'est quelqu'un de sérieux. Mais il était
et ça c'est un élément qui le rapproche aussi de la méthode platonicienne, il était plus préoccupé par le fait de transmettre une méthode, un mode de pensée, que simplement un savoir. Donc, il déléguait beaucoup la recherche de connaissances, la chasse à l'information, pour se concentrer beaucoup plus sur la transmission d'une méthode, d'une pédagogie par rapport à l'investigation. Donc, en ce sens, c'est aussi, comme pour Platon, de former pas simplement des savants, des gens qui ont beaucoup de savoir, mais de former des disciples. Et on peut penser que beaucoup de dialogues et de discussions et de remise en cause aussi du savoir étaient opérés dans les cours d'Aristote. C'est Pierre Hadot qui dit, je le cite, « Comme pour Platon, le vrai savoir pour Aristote ne naît que d'une longue fréquentation avec les concepts, avec les méthodes et les faits observés. Il faut expérimenter longuement les choses pour les connaître, pour se familiariser, aussi bien avec les lois générales de la nature qu'avec les nécessités rationnelles ou les démarches de l'intellect. » Ça pour dire qu'il y a tout un cursus d'enseignement qui s'échelonne sur des années, des dizaines d'années, pour arriver à cette familiarité avec les méthodes, avec les concepts, avec le savoir, mais surtout cette pratique du fameux théorétique. Sans cet effort personnel, l'auditeur n'assimilera pas les discours et ceux-ci resteront inutiles pour lui. Donc là, on a, dans le contexte de l'époque, à bien se rappeler que ces cours, cet enseignement, cette transmission a pour objectif de former disciples et pas simplement d'informer. Et c'est ce que je vous disais au tout début, de former, de constituer une institution durable. Bon, là, disons qu'on n'a pas trouvé forcément chez les disciples d'Aristote cette fougue et cet enthousiasme que lui a pu vivre pour le savoir. Dans l'Éthique à Nicomaque, il dit, Aristote, « Il faut travailler longtemps par l'habitude l'âme de l'auditeur, de façon à ce qu'elle exerce bien ses attraits et ses répulsions, de même qu'on retourne la terre qui doit nourrir les semailles. » Donc, son travail, il le considérait comme un travail de labour, de l'âme de ses auditeurs. Et qu'il se crée une certaine habitude, cette fois une bonne habitude, par rapport au maniement des concepts, des idées logiques, qui permet de former la personne de l'intérieur. Alors, c'est un travail donc d'éducation, et Aristote est très préoccupé par l'éducation, comme Platon, et il considère que c'est à la cité d'effectuer ce travail éducatif, y compris parfois par la coercition, par les lois, mais aussi par le fait d'obliger les citoyens à étudier. C'est-à-dire que peut-être naturellement, les hommes ne vont pas chercher à étudier, à connaître les causes, et qu'il va falloir un peu les pousser, voire les contraindre. Et vous savez que peut-être qu'à une certaine époque, à Athènes, il était obligatoire d'aller au théâtre. Pour vivre cette catharsis, pour là aussi, pas simplement en savoir un peu plus sur tel auteur, mais pour vivre quelque chose. Et donc, il y avait cette idée qu'il y avait en chaque être humain cet amour de la beauté, de l'art, etc., mais qu'il fallait aussi parfois utiliser un tout petit peu de contraintes pour... Ah oui, oui.
Oui, 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 oui. Donc, pour Aristote, c'est le rôle de l'homme politique et du législateur d'assurer l'éducation pour que l'homme devienne vertueux. Et donc, c'est l'homme politique qui est responsable du bonheur des citoyens. Et c'est là où il y a à la fois une ressemblance et une différence. C'est-à-dire que, comme Platon, il considère que c'est aux hommes politiques de transformer la cité et les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une grande confiance dans le rôle des hommes politiques. Là-dessus, ils sont d'accord. Que c'est le rôle de la cité, le rôle des hommes politiques, d'éduquer les citoyens. Simplement, Aristote juge que les philosophes doivent se contenter de former les hommes politiques, de les conseiller, de les former, alors que pour Platon, ce sont les philosophes eux-mêmes qui doivent assumer les responsabilités politiques. Donc, ils sont d'accord sur ce rôle essentiel du politique et des hommes politiques pour l'éducation, mais là, ils divergent sur, et ça c'est la conséquence de tout ce que je vous ai expliqué, sur la responsabilité du philosophe. Donc, le philosophe, c'est ce qui, vous verrez, si vous lisez l'Éthique à Nicomaque, qui est un des ouvrages les plus accessibles d'Aristote, qui est très beau, vous verrez vraiment les conseils qu'Aristote donne aux philosophes de consacrer leur vie à la recherche désintéressée, à l'étude, à la contemplation, à la vie théorétique, loin des tracas de la vie politique. Voilà la grande différence. C'est pour ça que le lycée, on va parler d'une vie simplement philosophique, avec ce bonheur philosophique. Donc, en 2 mots, la postérité d'Aristote, eh bien, l'essentiel de l'activité de l'école, qui va quand même se continuer, sera autour de disciplines de rhétorique et de dialectique, et aussi de commentaires. On va commenter les œuvres du maître, et on va commenter les commentaires. Et là, il va y avoir toute une tradition spécifiquement aristotélicienne du commentaire, de l'exégèse et du commentaire, et ceci va expliquer pourquoi, après une période un peu de sommeil, on va revoir ressurgir la philosophie aristotélicienne au Moyen-Âge. Avec, comme dit Dante, de nouveau le retour d'Aristote, le maître de ceux qui savent. Donc là, on met en évidence le savoir. Et Aristote va commencer une nouvelle carrière, si je peux m'exprimer ainsi, au Moyen-Âge. Et il inspirera les grandes synthèses médiévales, notamment dans le monde islamique, avec le grand rôle que jouera Averroès dans la redécouverte et la retraduction et les nouveaux commentaires de l'œuvre d'Aristote, qui va être redécouverte directement avec les traductions du grec en latin. Donc c'est au Moyen-Âge, donc au XIIe, XIIIe siècle, que va ressurgir l'engouement pour l'œuvre d'Aristote, un engouement extrêmement fort, qui va plus jamais se démentir, parce qu'en fait, après, il va y avoir l'engouement de la méthode aristotélicienne pour les sciences, et toutes les recherches et la démarche scientifique va beaucoup s'inspirer de la méthode inductive compilée, synthétisée par Aristote. Et on va avoir donc aussi cette grande figure de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui va être le grand commentateur d'Aristote. Et là va se cristalliser quelque part l'opposition entre la vision platonicienne et Aristote, qui est extrêmement symbolisée quelque part au XIIIe siècle
par les deux œuvres et les deux grands personnages que sont saint Thomas d'Aquin, du côté aristotélicien, et saint Bonaventure, et son itinéraire vers Dieu, qui est là dans la tradition platonicienne, beaucoup plus platonicienne et néo-platonicienne. Saint Augustin, mais bien avant, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc une postérité qui a eu des hauts et des bas, quand même plus que la vision platonicienne, mais qui a un peu pris sa revanche, je dirais, à partir du Moyen-Âge, puisque là, c'est la vision aristotélicienne qui va quand même largement dominer en Occident, et aussi au Moyen-Orient, notamment dans les visions de l'islam, qui s'appellent parfois platoniciennes, mais qui sont beaucoup plus soit néoplatoniciennes, soit carrément un mélange de néoplatonisme et d'aristotélisme. Ça va ? Oui. Bon, vous voyez qu'il est bien Aristote quand même. Gérard.